Merci beaucoup. J'ai 15 secondes pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas d'orthophoniste sous la main, qu'il y a un petit livret tout à fait excellent qui a été fait sous l'égide de la CNSA il y a 3 ans, auquel on a tous participé, je veux dire le GPF bien sûr, mais aussi Isaac, aussi le CESAP, aussi John Bost, aussi, etc. Et que vous pouvez trouver en ligne. Donc pour ceux qui par hasard n'auraient pas d'orthophoniste sous la main, ça peut être un support intéressant. C'est vrai, si vous voulez vous déplacer pour pouvoir slide. Ok. Bien. Sinon, il y a les petits. Ok. Vous aurez les références à la pause. Alors rapidement, certainement sous le coup de l'émotion d'être devant vous ce matin, je me rends compte que j'ai pas présenté de façon globale la matinée. Je le fais rapidement. Donc voilà, après cette belle présentation, on va prendre un peu de recul pour parler de la scolarisation d'une manière générale dans notre beau pays. Ensuite, nous aurons une petite pause. Après laquelle donc une équipe viendra nous expliquer comment ils ont mis en place une unité d'enseignement dans leur établissement. Et nous finirons par une intervention croisée d'une famille, d'une maman, et d'une professionnelle de santé, une infirmière en l'occurrence. Et suite à ça, si vous avez bien travaillé, nous aurons droit à un cocktail déjeunatoire, n'est-ce pas, qui nous permettra de continuer les échanges. Alors, la scolarisation des enfants polyhandicapés, donc présentée par Esther Atlan, qui est maîtresse de conférence à l'INSEI, ex-INSHEA, voilà, je pense que ça parle à tout le monde. Donc, avec un petit rappel historique, hein, depuis les origines jusqu'aux dernières dispositions réglementaires, et une belle enquête auprès des enseignants spécialisés dans le polyhandicap. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Il faut que je parle au milieu, mais je crois que je suis un peu petite parce que je vous vois à peine. J'ai l'impression d'être. Non, mais c'est pas grave, mais j'ai l'impression d'être à une table pour très grandes personnes. Donc, merci en tout cas beaucoup déjà pour l'invitation. Excusez-moi. Pardon. Oui. Pardon. Non, mais c'est vrai. Merci. Voilà, c'est une adaptation en direct pour rendre mon environnement plus accessible. Merci. Effectivement, Monsieur Rioux m'a présenté. Bon, je voulais déjà remercier évidemment le GPF pour cette invitation et puis aussi pour les thématiques de ce 29e colloque. Voilà, qui évidemment me parle beaucoup puisque ça fait quelques années qu'à l'INSEI, puis avec mes collègues et avec beaucoup d'entre vous ici qui avaient participé à différents projets de recherche, on s'intéresse aux apprentissages des jeunes avec polyhandicap, mais aux apprentissages dans le contexte particulier de la scolarisation. Voilà, donc je vais vous parler un peu de mon point de vue, moi, d'enseignante, chercheuse en sciences de l'éducation et de la formation. Et ce que je vais vous présenter, ça s'appuie évidemment sur les travaux qu'on a menés à l'INSEI, donc les projets Polyscol, Polycom, qui remontent maintenant à une dizaine d'années, et puis les projets qu'on a en cours, et aussi des exemples qui sont issus directement de la formation, et donc des éducateurs, enseignants, AESH, etc., avec lesquels on travaille au quotidien dans le cadre de la formation. Je vais aussi dire quand même quelque chose d'important avant de commencer, c'est que si je me centre sur la question de la scolarisation, évidemment, ça a déjà été dit hier, mais c'est important de le rappeler, évidemment, cette question des apprentissages, elle n'est pas réduite à la question du contexte scolaire, elle est bien plus large et qu'elle ne peut prendre sens dans le contexte scolaire que si elle est partagée dans les différents autres espaces de soins, de rééducation. Et donc, je pense notamment à ce que souligne Georges Cholus du travail en équipe transdisciplinaire, et puis bien sûr, ce qui se fait aussi à la maison en lien avec les familles. Donc voilà pour introduire un peu mon propos. Donc, je vais vous faire quelques éléments de rappel. C'est plutôt pour resituer dans quel contexte la scolarisation des jeunes avec polyhandicap s'inscrit, et puis pour comprendre un petit peu aussi les évolutions actuelles. Donc, on le sait, on en entend beaucoup parler, la société inclusive et de l'éducation inclusive. En fait, ce contexte d'éducation inclusive s'inscrit dans un contexte international, et donc je vous ai recité deux textes, un contexte international qui émerge depuis les années 80-90, avec notamment la déclaration de Salamanque, donc déclaration de l'UNESCO, et puis la déclaration d'Incheam en 2015. Et je vous ai mis un petit extrait qui date de la déclaration de Salamanque, où on revient sur
l'UNESCO revient, et donc la France a ratifié ces éléments également, sur le fait que l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant, qui doit avoir la possibilité d'acquérir et de conserver un niveau de connaissance acceptable. Je vous passe la suite, je vous laisserai y regarder, mais aussi ce qui est intéressant, c'est la question de la scolarisation en milieu ordinaire. Donc c'est le dernier point. Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l'enfant et capable de répondre à ses besoins. Donc ça, c'est vraiment ce qui est mis en avant au niveau international, le fait que la scolarisation puisse se faire le plus possible en milieu ordinaire. En France, il y a plusieurs lois, je ne vais pas non plus revenir très longuement dessus, mais qui sont venues affirmer le droit à la scolarisation pour tous les élèves, donc les élèves en situation de handicap. Donc évidemment la loi du 11 février 2005, qui repose le droit d'accès à la scolarisation pour tous les élèves, avec les principes d'accessibilité et de compensation, et puis la loi du 8 juillet 2013 qui pose la notion d'école inclusive et qui réaffirme la nécessité de scolariser au maximum les élèves en situation de handicap en milieu ordinaire. Alors, on va se décaler un petit peu pour se centrer un peu plus sur ce qui concerne le polyhandicap et l'émergence de cette scolarisation. Quand même, non, juste un élément pour dire qui semble important, c'est que, évidemment, toutes ces questions autour de l'école inclusive et de l'éducation inclusive, eh bien, plusieurs auteurs, donc des auteurs, je pense que Geneviève Petitpierre a cité hier une équipe de Belgique qui travaille sur le polyhandicap depuis très longtemps, mais aussi des auteurs australiens, ont souligné que jusqu'à présent, les jeunes et les adultes avec polyhandicap restent à la marge de ce mouvement inclusif. Donc on va regarder un peu plus précisément en France. Alors en France, il y a d'autres éléments qui ont été très importants pour la scolarisation des élèves avec polyhandicap. C'est notamment l'arrêté du 2 avril 2009 qui a précisé les modalités de création et d'organisation des unités d'enseignement. Donc là, on est vraiment sur un travail conjoint entre le médico-social et l'éducation nationale. Et puis, le volet polyhandicap, dont je ne reparle pas, mais auquel beaucoup d'entre vous ont participé ici, et qui a abouti à la création d'un cahier des charges des unités d'enseignement pour les élèves polyhandicapés en 2020, puis un certain nombre de recommandations de la HAS, que j'ai remis ici. Alors, je trouvais ça intéressant juste de vous le redire, c'est que dans ces recommandations de la HAS, on pointe évidemment la question de la cognition et des apprentissages et de comment les soutenir, avec un certain nombre d'éléments qui sont pointés, alterner les temps d'individuel et groupe, la question du rythme, la question des nouvelles technologies. Et puis, il y a un autre point centré sur la scolarité. Et donc, nous, on s'est dit que ce serait quand même intéressant de plutôt les faire dialoguer, ces deux éléments. Voilà, donc ça c'est plutôt un petit peu sur les recommandations de la HAS. Donc maintenant les chiffres de la scolarisation plus concrètement et leur évolution. Alors vous voyez en violet, en tout cas ce qui concerne la majorité, c'est les jeunes qui sont non scolarisés, et là on ne parle que des jeunes qui sont accueillis en établissements médico-sociaux, parce que ce sont les seuls pour lesquels l'adresse peut avoir un chiffre. Alors évidemment il y a une évolution positive, puisque le chiffre de la scolarisation augmente, mais on reste... il y a du boulot, voilà. Je vais dire comme ça. Et donc, les derniers chiffres qu'on a, ce sont des chiffres de 2022. Il y a encore 60% des jeunes qui sont non scolarisés. Donc, cette enquête a lieu à peu près tous les 4 ans, donc on devrait avoir de nouveaux chiffres dans quelques années. 33% des jeunes sont scolarisés en unité d'enseignement, mais la petite nouveauté, c'est ce dont je vais vous parler un peu après aussi, c'est 4% des jeunes qui sont scolarisés en 2022 dans des unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire des unités d'enseignement qui sont situées dans des écoles. Et donc ça, c'est une nouvelle modalité d'enseignement. Et puis 3% des jeunes qui sont scolarisés en milieu ordinaire, ce qui est en légère augmentation. Alors, je vais pointer, juste pour essayer de clarifier, ou peut-être que ça va vous confusionner, ce n'est pas un terme très... mais voilà, c'est le terme unité d'enseignement. En fait, on voit ce sigle UEP, et en fait, on a eu une discussion avec un collègue la semaine dernière où on s'est rendu compte que ça avait généré de la confusion même entre nous. Peut-être que ça en génère aussi dans les dialogues publics. Donc,
D'abord, pour revenir sur ces UEP, donc ces unités d'enseignement externalisées polyhandicap, en 2021, on en comptait 8, 18 en 2022, 44 en 2024-2025, et ça va sans doute encore augmenter. Donc vous voyez que c'est vraiment des chiffres assez exponentiels qui augmentent assez vite et qui nous posent beaucoup de questions dans les pratiques. Et puis sur cette question des UEP, juste une petite attention, parce qu'on entend derrière UEP plusieurs choses. Derrière UEP, on peut retrouver le terme qui justement régit le cahier des charges, donc unité d'enseignement pour les élèves polyhandicapés, et qui se réfère plutôt aux unités d'enseignement qui sont situées en interne. Mais on parle aussi, sous le terme d'UEP, d'unité d'enseignement externalisée polyhandicap. Et puis on va retrouver dans un appel à manifestation d'intérêt d'une ARS, derrière UEP, les unités d'enseignement externalisées pour élèves polyhandicapés, donc on aurait même pu dire UEEP. Donc peut-être qu'il faut faire attention et voir, donc je vous ai proposé, pour parler des unités d'enseignement externalisées, de mettre un petit tiret, voilà, pour juste essayer de clarifier les choses. Et puis je vous ai mis, voilà, juste une petite représentation pour voir que ces unités d'enseignement externalisées polyhandicap, elles se développent partout en France et aussi en Outre-mer, en tout cas à La Réunion, mais qu'il est très difficile d'avoir un chiffre exact sur ces unités d'enseignement externalisées parce que, par exemple, la DGCS, au mois de juin, en décomptait 31, j'en ai décompté personnellement 44, et il y a d'autres personnes qui m'ont dit mais elles n'apparaissent pas là parce que finalement, il y a le terme UEE, il y a le terme UEP, donc là aussi c'est une vaste question, ne serait-ce que pour avoir des chiffres, mais je crois que ça c'est une question aussi depuis longtemps, d'essayer d'avoir des chiffres un peu plus exacts sur cette scolarisation. Voilà ce que je peux dire. Ce que je voulais vous dire aussi, excusez-moi, comme d'habitude, je pars sur mon idée puis j'oublie mon texte que je vais ranger du coup. Voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qui me semble intéressant à souligner au niveau de la recherche. C'est que finalement, il y a une absence de consensus. Donc, il y a des travaux de recherche qui ont cherché à comparer les interactions, les apprentissages entre ce qu'on appelle à l'international le milieu ségrégatif. Donc, en tout cas, ce qui nous correspondrait plutôt à nos unités d'enseignement en interne, au milieu spécialisé, et puis au milieu inclusif. Et en fait, il y a des recherches qui ont pu montrer, par exemple, la première recherche que je vous cite, qui est une recherche australienne, qu'il y avait plus d'interaction entre les jeunes avec polyhandicap et leurs pairs dans un milieu inclusif. Il y a une recherche un peu plus récente qui s'intéresse à ce qui pourrait ressembler à nos unités d'enseignement externalisées et qui montre que ces interactions, elles viennent souvent des pairs et très peu des jeunes avec polyhandicap, et qu'elles sont souvent médiées par ce qu'ils appellent le Teacher Assistant Role. Nous, peut-être ça pourrait se rapprocher des AESH. En fait, il n'y a pas de consensus vraiment. Est-ce que les jeunes... Enfin, en tout cas, on ne trouve pas de consensus clair dans la recherche sur le fait que les jeunes bénéficieraient plus des apprentissages en milieu inclusif ou en milieu spécialisé, mais il y a quand même une tendance, il faudrait qu'il y ait plus d'interactions en milieu ordinaire. Ça nécessiterait en tout cas des recherches plus qualitatives, et je fais un petit coucou à Elodie Gabriel qui est là-bas et qui mène une recherche sur les interactions entre pairs dans des crèches inclusives et qui sans doute viendra alimenter cette question. En tout cas, il y a des recherches à poursuivre, et des recherches à poursuivre aussi dans notre contexte spécifique francophone. Donc on en arrive en tout cas à, voilà, peut-être un petit état des lieux. On voit que pour scolariser ces jeunes avec polyhandicap, on rencontre de grands défis. Des défis dans l'adaptation des programmes, puisqu'il y a encore peu de programmes adaptés pour ces jeunes, des défis dans l'évaluation, Lorraine vient de le présenter très bien, ces questions autour de l'évaluation, ce sont des questions que les enseignants partagent évidemment, et puis des questions autour de la pédagogie à mettre en œuvre. Philippe Comberlin, comme Geneviève Petitpierre dans un article de 2019, souligne aussi que les professionnels se sentent souvent peu outillés, en tout cas pour construire des progressions pédagogiques pour les jeunes avec polyhandicap. Et puis, ce qui est souligné aussi, c'est que la collaboration entre les professionnels de l'éducation nationale et du médico-social est encore complexe, pour plein de raisons différentes.
Oui, visiblement, c'est le cas. Pour plein de raisons différentes, de questions évidemment de statut, de disponibilité, de formation, de langage. Voilà. Donc tout ça, c'est des défis que vous rencontrez évidemment au quotidien. Pour autant, on voit aussi des évolutions concernant cette scolarisation, une augmentation du nombre d'élèves scolarisés, une évolution des modalités de scolarisation, ce qui pourrait apparaître, et ce qui apparaît à mon sens comme quelque chose de positif, donc des unités d'enseignement, des unités d'enseignement externalisées. Et il y a aussi vers Grenoble des expérimentations un peu uniques avec des ULIS renforcés. Des temps d'inclusion des élèves. Voilà, tout ça est positif si, évidemment, et Marie-Christine l'a rappelé hier, si ces modalités variées restent des modalités variées avec des vraies possibilités de parcours et pas s'il y a un glissement de la scolarisation des unités d'enseignement interne vers les unités d'enseignement externalisées. Ce qui est un risque auquel il faut être vigilant parce que, en fonction des jeunes, évidemment, si on reste sur la question du parcours et du besoin des jeunes, eh bien, certains jeunes bénéficieront sans doute plus d'une scolarisation en unité d'enseignement interne, sachant que la scolarisation dans les unités d'enseignement externe, elle est aussi très riche, mais elle nécessite des transports, elle nécessite aussi de supporter un certain nombre de stimulations, la cour de récréation, elle nécessite aussi de ne pas avoir trop de besoins de soins, puisqu'il n'y a pas forcément toujours d'infirmiers disponibles. Donc on voit bien la nécessité justement d'avoir ces différentes modalités de scolarisation. Et puis, il y a des évolutions avec les développements de recherche et de formation. Je pense à la formation du CESAP autour des apprentissages, qui est ouvert à la fois aux professionnels de l'éducation nationale et du médico-social, et puis à différentes formations qu'on développe aussi à l'INSEI, notamment dans le cadre de la formation continue des enseignants. Donc maintenant, un peu les deux questions auxquelles je vais essayer en tout cas, je vous propose qu'on réfléchisse à ces deux questions-là, surtout à la deuxième. La première, c'est qu'est-ce que les enseignants rapportent de leur pratique auprès d'élèves avec polyhandicap, et je vais vous présenter les résultats d'un questionnaire qu'on a diffusé l'année dernière, et pour lequel on a un nombre de réponses assez intéressant, même si bien sûr il en faudrait encore plus pour renforcer pour renforcer un peu les résultats, et puis une réflexion plus générale sur ce qu'implique l'accessibilité des apprentissages pour les élèves avec polyhandicap. Je vous remets juste une petite définition de mon collègue Hervé Benoît sur l'accessibilité pédagogique, mais tout ça en fait fait du lien. On utilise des termes parfois un peu différents en fonction de nos disciplines, mais ça fait beaucoup de lien avec la présentation qu'a fait Geneviève hier notamment. L'accessibilité pédagogique, c'est penser en amont les obstacles, et donc Hervé Benoît nous rappelle qu'à côté du plan incliné, parce qu'on pense à l'accessibilité des bâtiments, évidemment, fait de ciment ou de béton, qui permet à des enfants et adolescents d'accéder à la porte de l'école. Il y a un autre plan incliné, celui que le pédagogue met en place pour aider un élève en situation de handicap ou de difficulté à accéder à la porte des apprentissages et des savoirs. Et je trouve que Lorraine en a parlé très bien ce matin sur la façon dont l'évaluation et certains éléments vont nous permettre justement d'adapter au mieux ce plan incliné. Alors évidemment, cette accessibilité pédagogique, elle est complexe dans les situations d'enseignement-apprentissage qui impliquent des élèves avec polyhandicap, et elle nécessite une très grande individualisation. Donc je vous présente rapidement le questionnaire. Donc c'est un questionnaire qu'on a fait passer l'an dernier, enfin en 2024. Et en tout cas, ce que je vais vous présenter là, l'idée c'était d'essayer de mieux connaître le contexte de travail des enseignants et leurs besoins. Pourquoi ? Parce que notamment, on manque beaucoup de chiffres, et nous, on a quelques retours d'expérience. On a quelques retours d'expérience grâce aux formations, mais on voulait essayer de formaliser un petit peu les choses. Donc, on a fait un très long questionnaire. On remercie les enseignants qui ont accepté d'y répondre. Et pour lequel on a eu, comme il était très long, une certaine perte. Mais pour la première partie qui concerne le contexte d'exercice, on a eu 61 répondants, ce qui permet quand même d'avoir des résultats assez solides. Et puis pour la suite, qui revient de manière plus détaillée sur les objectifs pédagogiques, les séances, les productions des élèves, on a une quarantaine de répondants.
Donc, je vous présente rapidement le profil des enseignants. Donc, sur les 61 répondants, il y avait 46 enseignants spécialisés, 15 enseignants non spécialisés. Donc, on voit quand même que sur la majorité des enseignants qui ont répondu, la majorité sont spécialisés. Donc, ça peut nous renseigner, on peut élargir en se disant que les enseignants qui travaillent avec des jeunes avec handicap sont spécialisés pour une part, mais pour une autre part ne sont pas spécialisés. Puis, on voit leur ancienneté. Donc, pour une part importante, pour 18 d'entre eux, ils avaient plus de 10 ans d'ancienneté auprès d'élèves avec polyhandicap. C'est l'ancienneté auprès des élèves avec polyhandicap. Donc on a été assez surpris, mais pour une part importante aussi, 12, moins de 3 ans d'ancienneté auprès des élèves avec polyhandicap. Donc on voit aussi que là, il y a une hétérogénéité des profils des enseignants. Alors, leur lieu d'exercice, eh bien, pour la majorité, en unité d'enseignement, ce qui est assez logique puisque c'est en lien avec les espaces de scolarisation des élèves avec polyhandicap, mais aussi en unité d'enseignement externalisée pour 25% d'entre eux. Donc, on voit bien qu'il y a une augmentation importante de ces modalités-là. Et puis, en ULIS, à l'hôpital, en école, après, de manière plus spécifique. Et on leur a demandé donc comment ils animaient les temps de classe. Il y a quand même 25 enseignants qui ont souligné qu'ils animaient ces temps de classe seuls. Alors on a été assez étonnés parce que ça fait un chiffre quand même assez significatif. Voilà, alors bien sûr là il nous faudrait des éléments qualitatifs pour comprendre un peu à quoi ça correspond, mais il ne nous semble pas que ce soit la modalité d'animation qui soit la plus souhaitable. Et ensuite une majorité d'entre eux donc co-intervenaient avec un ou plusieurs professionnels du médico-social. Ce qui ne va pas, évidemment, sans éléments de complexité, cette co-intervention. Et puis, on leur a aussi demandé comment ils accompagnaient les élèves. Alors là, il y a beaucoup de réponses parce que souvent, ils les accompagnent de plusieurs façons. Donc, on voit un certain nombre d'enseignants qui les accompagnent individuellement ou par deux, mais pour la grande majorité, ils prennent des petits groupes de 3 à 5 élèves. Je pense que là aussi, ce ne sera pas forcément très étonnant. Et puis, ce qui nous a intéressé aussi, c'était la question du temps de scolarisation. Ça a été souligné ce matin, c'était évoqué aussi hier. En fait, ce temps de scolarisation et d'apprentissage, il ne peut prendre sens que s'il est suffisamment répété. Et on voit encore qu'il y a pour beaucoup de jeunes, ce temps, il est compris entre 30 minutes à 1h30 par semaine. C'est évidemment peu pour que les choses puissent s'inscrire dans le temps, pour que la relation puisse s'installer aussi. Mais, à contrario, on a des jeunes, on a quand même des enseignants, donc 7, qui ont dit qu'ils scolarisaient les jeunes autour de 10 heures par semaine. Donc là, c'est aussi quand on se situe en unité d'enseignement externalisée, qu'on est là par demi-journée, et bien évidemment, ça augmente le temps, même si on n'est pas que sur du temps scolaire comme on peut l'être en interne. Et puis un dernier petit point que j'ai rajouté parce que vous questionnez hier sur comment les enseignants construisent leurs objectifs pédagogiques et quels outils d'évaluation. Et donc les enseignants ont répondu sur ce qui les aidait le plus à construire leurs objectifs pédagogiques, sur quoi ils s'appuyaient. Et donc ils s'appuient en général sur plusieurs éléments, mais évidemment les échanges en équipe pluridisciplinaire. Donc on voit bien encore une fois l'importance du travail de collaboration entre les différents professionnels. Assez peu sur les échanges et les besoins avec les familles, et les besoins des familles. Donc on voit bien que là, il y a un travail important à faire de ce côté-là. Les programmes de l'éducation nationale et l'adaptation de ces programmes, et puis tout un tas d'observations et d'évaluations. Donc on sait bien que l'observation, et ça a été dit hier, est vraiment au centre de l'adaptation et du quotidien. Et dans les outils d'évaluation étaient cités des outils qui viennent d'être évoqués aussi, mais pas que. Donc le CP fait partie des outils sur lesquels les enseignants s'appuient, mais aussi un outil qui s'appelle le PolyGEVASCO, qui a été, je crois, rapidement évoqué hier, il me semble, qui est donc une adaptation du GEVASCO qui a été fait par le CREAI Rhône-Alpes. Il était cité aussi l'Hexagone de Fröhlich, et puis la grille d'analyse des besoins de Valérie Barré, qui est une grille vraiment très spécifique aux enseignants et qui permet d'évaluer les besoins des élèves. Et puis au niveau plus qualitatif, ce que les enseignants ont pu évoquer, bien c'est que dans leur pratique, c'était une pratique très riche, mais qui les déstabilisait. Il y a eu plusieurs retours comme ça. C'est aussi passionnant que déroutant. C'est passionnant, ça me construit, mais c'est souvent déconcertant.
Donc on voit bien beaucoup de questions sur leur pratique et sur leur posture professionnelle et qui se heurtent beaucoup à la question des moyens mis en œuvre. Et ça, c'est énormément revenu dans les retours qualitatifs. Les moyens humains mis en place dans les structures sont restreints et ne permettent pas une scolarisation optimale. Les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Je pense qu'on le savait aussi, mais c'est important quand même de le souligner. Et donc de souligner par exemple que s'ils interviennent seuls, c'est souvent parce qu'il y a des manques de personnel, que le temps de scolarisation est souvent réduit parce que des collègues sont absents et donc que les jeunes ne peuvent pas venir, etc. Et donc cette scolarisation, les enseignants ont souligné aussi qu'elle soulevait des points particulièrement complexes, donc sur l'accessibilité et l'adaptation des supports. Ils ont souligné qu'ils passaient énormément de temps à adapter les supports. Ce qui était aussi complexe, pour eux, c'était d'essayer de cibler des objectifs et des sous-objectifs qui allaient être situés vraiment dans la zone proximale de développement des élèves. Donc Geneviève Petit-Pierre en parlait hier. Comment construire une progression, comment vraiment évaluer là où l'élève en est. Donc on revient vraiment sur ce que Lorraine vient de vous évoquer. Et puis ils ont évoqué aussi le temps nécessaire à l'observation, un temps qui était très long pour connaître l'élève, pour connaître ses modalités de communication. Et là, je vais revenir vraiment sur, on en a parlé de manière un peu informelle hier avec plusieurs personnes, mais ce temps nécessaire à l'observation, ce qui était complexe pour beaucoup d'enseignants, c'est qu'ils ont souvent très peu d'éléments concernant le jeune, comment il voit, comment il perçoit les choses, parce que la communication n'est pas toujours aisée et en fait ils ont énormément besoin, pour ne pas perdre de temps, d'avoir ces données-là. Et je pense par exemple à une formation que j'ai donnée en début d'année, donc en mine, avec 25 enseignants. Il y a quand même une dizaine d'enseignants qui par exemple ne savaient pas comment, ils n'avaient jamais eu d'échange ni avec les orthophonistes, ni avec les orthoptistes, ni avec le médecin. Ils ne savaient pas comment leurs élèves voyaient, donc ils tâtonnaient pour proposer les supports. Quelle perte de temps énorme. Donc là, il y a vraiment besoin aussi que ce soit porté par les institutions, que les institutions pensent aussi ces dialogues, ces temps de dialogue entre les professionnels pour que chacun puisse avoir les informations nécessaires pour pouvoir adapter les supports et les rendre accessibles. Voilà ensuite la question, je propose qu'on réfléchisse ensemble. Donc comment rendre les apprentissages accessibles en contexte de classe, qu'est-ce que cela implique? Et là, c'est plus une réflexion évidemment issue du questionnaire, mais aussi des projets de recherche et puis aussi des formations dans lesquelles j'interviens, et donc de tous les professionnels avec lesquels j'ai la chance de pouvoir échanger. Donc d'abord, pour pouvoir rendre accessible les enseignements, je pense qu'il faut se sentir déjà un peu à l'aise dans sa professionnalité. Et donc, il y a vraiment une question qui revient, c'est, je vous l'ai mis, se sentir compétent. Voilà, ça a été souligné par des recherches, mais c'est un retour qu'on a très souvent. Les enseignants se sentent peu outillés, peu formés, même lorsqu'ils sont spécialisés. Ils ont souvent très peu entendu parler du polyhandicap, même dans leur formation d'enseignants spécialisés. Ils évoquent aussi souvent un ressenti d'isolement, même s'ils apprécient beaucoup de travailler en équipe pluridisciplinaire, et quand ils sont seuls enseignants dans des établissements médico-sociaux, ils évoquent avoir du mal parfois à partager leurs questionnements, un manque de possibilité de partage autour de leurs gestes professionnels spécifiques, même s'ils échangent volontiers avec les autres professionnels, tout en soulignant évidemment l'intérêt du travail en équipe pluridisciplinaire. Je me suis demandé si c'était vraiment une question spécifique aux enseignants, pour une part sans doute, mais pour une part c'est peut-être aussi une question partagée par les professionnels lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils débutent leur travail auprès de jeunes avec polyhandicap ou d'adultes avec polyhandicap. Donc est-ce que c'est une déstabilisation inhérente au début de ce travail? Et puis comment penser, et là c'est en termes de formation, mais aussi d'accompagnement des professionnels, comment penser dans la formation continue des espaces aussi pour que les enseignants puissent avoir des espaces avec leurs collègues du médico-social, mais peut-être aussi des espaces entre enseignants qui travaillent auprès de ces jeunes pour partager leurs questions spécifiques. Un autre point essentiel, une fois qu'on s'est un petit peu dégagé de ces questions peut-être plus centrées sur soi, c'est aussi la question essentielle de la relation éducative. C'est-à-dire que enseigner,
c'est interagir, c'est être en lien. Et donc, évidemment, la relation éducative, c'est avant tout une question de relation et de lien. Je vous ai mis une petite citation de quelqu'un qui a écrit beaucoup sur la relation éducative, qui n'est pas du tout en lien avec le handicap, mais je pense que c'est beaucoup plus général que ça. Le processus éducatif ne se met en marche que lorsqu'un mouvement anime chacun des partenaires l'un vers l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que bien sûr, il faut se connaître, il faut avoir créé du lien, il faut se reconnaître, il faut prendre du plaisir à être les uns avec les autres aussi. Ça peut aller de soi, mais c'est aussi important, et je pense beaucoup aux enseignants qui me disent, ben voilà, quand je suis arrivée au début, j'ai préparé plein de matériel, alors j'ai plastifié des supports, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, faisons une pause, je vais d'abord être en lien, découvrir mes élèves, et ensuite repenser mes supports. Voilà. Aussi dire que ça mobilise, alors là je fais aux travaux de Bion, mais la capacité de rêverie et la créativité des professionnels. C'est-à-dire qu'une fois que ce lien est établi et qu'on commence à connaître les élèves, à connaître aussi, alors évidemment il y a la question des évaluations pour cibler la zone proximale de développement, mais il y a aussi la question de leurs intérêts, de leur spécificité. Voilà, donc on commence à les connaître, et donc c'est là où vient toute la créativité des professionnels, c'est-à-dire quel support on va mettre en œuvre, comment on va présenter les choses. Et j'étais en formation avec les inspecteurs de l'éducation nationale la semaine dernière, puisqu'ils ont droit dans la formation des inspecteurs spécialisés dans le handicap à 3 heures autour du polyhandicap. Ils parlaient d'une fiche de poste pour un enseignant dans une unité d'enseignement externalisé polyhandicap. Ils mettaient sur la fiche de poste, j'ai mis créatif, mais j'aurais dû ajouter bricoleur. Parce qu'effectivement, on voit que les enseignants bricolent, et je pense que ça va parler parce que je pense que les ergothérapeutes et beaucoup les éducateurs bricolent aussi au quotidien beaucoup de choses pour rendre les apprentissages accessibles. Et puis un autre élément qui est très important, et donc hier, la collègue qui parlait de la stimulation basale en a parlé très bien, c'est la place du toucher, et la place du toucher dans l'enseignement des élèves avec polyhandicap. Ça, c'est une question peut-être qui ne fait pas partie des gestes professionnels tout à fait habituels des enseignants. Ils sont peut-être peu formés à ça, et en fait on est en train de regarder nous de nouveau les vidéos tournées dans Polycom et dans Polyscole par le prisme de cette question du toucher, parce qu'on voit qu'il y a énormément de temps où il y a des contacts physiques entre les enseignants et les élèves. Alors il y a évidemment des contacts physiques pour accompagner l'installation du jeune, pour guider les gestes aussi. Mais finalement, les enseignants sont très peu habitués et formés à cette guidance gestuelle. Et donc là, je pense que pouvoir entraîner, par exemple, les enseignants dans des formations à la stimulation basale, c'est très riche pour eux, voilà, pour préparer au mieux cette question du toucher aussi. Voilà, un autre élément très important, c'est la scolarisation, c'est aussi une histoire de groupe et de collectif. Alors évidemment, c'est un défi pour les enseignants de prendre les jeunes en petits groupes, parce que c'est complexifié par la nécessité d'adapter à chacun, d'individualiser en chacun, mais en réalité, ça soutient vraiment une dynamique avec des possibilités d'imitation, de partage émotionnel entre les jeunes, mais aussi le sentiment d'appartenance à un groupe, des identifications. Et puis, l'idée, c'est vraiment de soutenir le développement des interactions, qui est un objectif à part entière, un objectif à la fois éducatif et un objectif pédagogique. Et je vais revenir un petit peu dessus à travers une petite illustration, cette question des interactions. Et puis, évidemment, le travail en collaboration, qui est un élément essentiel. Solus, il met vraiment en avant l'importance du travail en transdisciplinarité. Je vous ai souligné les obstacles que ce travail-là pouvait rencontrer, mais qui pourtant est nécessaire. Je pense qu'une des pistes importantes, c'est des temps de formation conjoints, qui sont malheureusement encore peu développés, mais qu'il faut vraiment soutenir. Je pense à un exemple, et vous trouverez d'ailleurs un chapitre écrit par des enseignantes là-dessus. Donc, c'est un établissement dans le 93 qui fonctionne beaucoup avec la pédagogie conductive, et ça a beaucoup facilité le travail en équipe transdisciplinaire avec les enseignants et le reste de l'équipe, puisque vous le savez peut-être, dans la pédagogie conductive, on n'est pas dépossédé, mais on met un peu en arrière-plan sa spécificité professionnelle. Chacun est conducteur de la séance, conducteur 1 ou conducteur 2, et on fixe des objectifs ensemble.
qui sont énoncés aux jeunes, au début de chaque temps, de chaque temps éducatif. Et donc, les enseignantes ont, dans un ouvrage, explicité comment elles utilisent la pédagogie conductive dans les séances et comment ça les a aidées aussi à travailler en équipe pluridisciplinaire et puis aussi à partager leurs objectifs, puisque ces objectifs-là sont co-construits. Voilà, et puis un autre élément, c'est évidemment comment s'appuyer sur l'expertise des parents. Et je vous ai mis la référence d'une analyse qui met en avant aussi le rôle fondamental justement des parents dans la connaissance des jeunes, dans la connaissance de leur enfant. Et puis, un dernier petit point sur lequel je ne m'étends pas, parce que vous l'avez déjà beaucoup dit, c'est la question de l'installation et puis évidemment de l'observation très fine. Et alors, j'évoquerai pour l'observation, mais je sais à quel point c'est coûteux, mais nous, on l'utilise beaucoup dans le DU et dans nos recherches. Et vraiment, à chaque fois que les étudiants passe par le DU, je fais un petit coucou aux anciennes étudiantes qui sont là. On utilise la vidéo. La vidéo, c'est quand même, de temps en temps, si on peut le faire, un outil essentiel pour pouvoir repérer les compétences des jeunes. Et on est toujours surpris. Et pour avoir moi-même été en tant qu'observatrice dans des séances et avoir regardé les vidéos après coup, on passe toujours à côté, même si on est là en tant qu'observateur. Parce que on est toujours déconcerté par des petits gestes, on est pris par autre chose, il y a tellement de choses à observer, et donc l'usage de la vidéo est vraiment, il me semble, nécessaire. Je vous passe là-dessus parce que je vois le temps qui file. Il va falloir conclure. Oui, je vois le temps qui file. Je donne juste une illustration sur le travail sur les interactions et la complémentarité pédagogique. Je vous cite une étudiante du DU qui a donné cette petite phrase pépite vendredi dernier. Elle me dit, parce qu'on arrive à la fin de l'année, moi c'est vraiment en partageant ensemble au fil de l'année, donc c'est une collègue éducatrice, mais dans le DU il y a des éducatrices, des enseignants, parfois des psychomotriciennes, des parents, que je me rends compte que c'est complémentaire. Ce que fait l'enseignante, c'est ce que je fais moi. On a un thème commun, mais avec des objectifs éducatifs et des objectifs pédagogiques. Et je vous mets un petit exemple donc sur les interactions, où elles souhaitaient travailler toutes les deux des interactions, avec une collègue éducatrice qui a mis en place un temps de jeu d'interaction qu'elle a filmé, et c'était extrêmement riche. Et je voulais vous le dire aussi parce qu'elle s'est rendue compte, donc elle a filmé plusieurs fois, et elle s'est rendue compte lors des premières séances que même si c'était un objectif, en fait c'était elle qui guidait les interactions. Et donc elle s'est effacée, et là on a pu se rendre compte à quel point les jeunes pouvaient ensuite initier des interactions. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'ils initiaient des comportements interactifs complexes, ce qui est très peu montré dans la littérature, c'est-à-dire qu'ils pouvaient à la fois et vocaliser, et regarder, et sentir, et toucher. C'était très intéressant. Et puis une enseignante qui, elle, a proposé une activité pour favoriser les interactions, mais autour de la ronde, qu'elle a rattachée au domaine agir et s'exprimer à travers l'activité physique, et où on a vu là aussi des choses très intéressantes qu'elle n'avait pas du tout vues en séance, et même sa collègue qui filmait ne l'avait pas vu, avec un jeune qui, on voyait très fatigué, qui en fait était complètement relâché au niveau tonique, un peu tordu dans les coussins sur lesquels il était installé, et en fait on voit dans la vidéo qu'il tend la main et qu'il tourne le regard vers le jeune à côté de lui. Tout ça pour dire que la vidéo est très importante. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bonjour, Joël Decas, directeur d'une association qui gère les établissements et en plus président de l'association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France. Une remarque et un point de vigilance ou un coup de gueule, je ne sais pas, vous prendrez comme vous voudrez. La première remarque, c'est oui, les apprentissages concernent tout le monde, mais la scolarisation concerne les enseignants. Et donc s'il n'y a pas d'enseignants en face d'enfants en situation de polyhandicap, il manque quelque chose, quoi qu'il arrive. Donc, on doit se battre pour. Et donc, je viens à mon point de vigilance ou mon coup de gueule. Dans le Nord, on re-signe les conventions des unités d'enseignement en ce moment. Ouais. Et je me bats avec l'inspection académique parce qu'ils ont décidé que les conventions s'arrêtaient à 16 ans. Ouais. Alors que les enfants accueillis ou les jeunes adultes vont jusqu'à 20 ans. Et depuis toujours, ça va jusqu'à 20 ans. Ouais. On se retrouve donc avec une CNH 2023 qui a accordé à chaque enfant le droit d'avoir un numéro d'identification
d'élèves. Et en même temps, on bloque la scolarisation des enfants en situation de polyhandicap à l'âge de scolarisation obligatoire. Ouais. Ça, c'est hallucinant. Donc, point de vigilance pour tous pour vos conventions de l'unité de l'enseignement et coup de gueule pour le Nord, puisque forcément, on se bat en ce moment jusqu'au national pour essayer de faire bouger tout ça. Oui. C'est pas que pour le Nord, on a rencontré cette même problématique, je pense, aux Amis de Laurence, par exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, Galina. Voilà, les parents étaient montés au créneau. Je pense que là, il faut que ce soit porté. Là, pour le coup, les parents ont aussi tout leur rôle de monter au créneau, mais les professionnels aussi. Et effectivement, c'est un endroit où comment le droit se retourne contre le droit. C'est assez absurde. Donc c'est un coup de gueule partagé. Et je vais juste compléter, comme ça je n'aurais pas à le dire tout à l'heure sur la scène, c'est nous on a monté notre unité d'enseignement externalisé, l'ARS a lancé un AMI, l'éducation nationale n'était pas au courant et n'a pas mis de moyens, forcément, puisqu'ils n'étaient pas au courant, ils ont été vexés, et donc il n'y a pas eu de moyens d'enseignants supplémentaires, donc on a tout fait à moyens constants, et même 2 ans après l'ouverture, on court encore après les moyens et on n'est pas sûr d'avoir plus pour la rentrée prochaine. Donc ceci, je rejoins votre coup de gueule à l'égard de l'éducation nationale où on est quand même dans des injonctions malgré tout paradoxales. Bah, pas malgré tout, mais pour avoir échangé avec les inspecteurs la semaine dernière, eux-mêmes sont soumis à ces mêmes injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de déshabiller des endroits pour mettre des enseignants ailleurs. Voilà. Alors, une toute dernière question. Alors, pour poursuivre, moi j'ai 2 points. Alors, pour poursuivre ce qui vient d'être dit, l'établissement que je gère a quand même été précurseur sur la mise en place des UEP. Oui. Donc, nous avons eu un budget pour la mise en place et l'expérimentation. Et au final, quand on a voulu candidater, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas pu parce que l'éducation nationale nous a retiré un demi-poste. Et donc, du coup, on se retrouve à l'identique, on se retrouve avec une unité externalisée, mais financée par les moyens de l'IUM. Ouais. Voilà, ça c'était le premier C'est une point. réalité. Donc, on essaye de continuer à la faire vivre tant bien qu'on peut, en sachant que c'est dépendant aussi. Nous avons détaché, pour pas que l'enseignante soit seule, détaché couramment dans l'année. On le fait même pour l'unité d'enseignement dans l'établissement. Une AES qui a fonction d'AESH, on va dire, qui va aider l'enseignante à transposer les outils, à accompagner, à faire tout le volet administratif, parce que ça, on n'en parle pas, mais l'enseignante doit aussi compléter le dossier, toutes les évaluations nationales, etc. Donc, du coup, on a détaché une personne spécifiquement, mais à moyens constants pour l'établissement. Et un deuxième point sur lequel je voulais revenir, je fais vite, j'essaye d'économiser les mots. Et on en avait parlé précédemment, c'était tout ce travail de collaboration qui est essentiel entre tous les professionnels, parce que finalement, on se rend compte, et lors d'une précédente journée, on avait travaillé sur un groupe pluriel, sur la collaboration, et en fait, on se rend compte que les professionnels ne se connaissent pas. Non. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas quelles sont les missions des uns des autres, ils ne connaissent pas les fiches de poste, et donc du coup, je pense qu'un très grand travail qui serait à faire et que nous avons mené nous sur l'établissement, c'est de transformer les organisations et de travailler en transdisciplinarité. Et pour moi, c'est le maître mot, c'est plus la pluri ni l'inter, c'est la transdisciplinarité. Merci. Ça prend du temps. Je pense qu'on va malheureusement devoir s'arrêter là. Je vois plein de doigts qui se lèvent. On a du coup... Pardon. Je suis corruptible. Bonjour, je m'appelle Fabienne Temple-Boyer. Je travaille en tant qu'enseignante au niveau du CESAT des Molières. Et c'était juste hier, on avait parlé de... Il y avait une belle idée, une présomption de... Voilà, et moi je demande une présomption aussi de patience par rapport aux membres de l'éducation nationale, surtout par rapport aux enseignants, parce que parfois on est aussi tributaire des décisions qui viennent d'en haut. On est les premiers interlocuteurs des parents, pas qu'on soit impuissant à faire les choses, parce que chacun ou chacune on fait à notre niveau, beaucoup de bricolage effectivement.
Mais c'est juste pour dire que parfois, les réponses, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne les a pas. Et on a aussi l'honnêteté de vous demander, et moi je le demande, d'avoir beaucoup de patience quand vous allez dans les écoles aussi. Vous venez avec vos problématiques, ce qui se comprend, mais par moment, c'est juste un peu de patience et beaucoup de compréhension et des portes peuvent s'ouvrir. Merci. Merci de l'avoir dit. Alors, madame, levez le doigt avant, donc je me dois de lui laisser la parole. Elle m'a promis que ça serait très court. Moi, j'ai juste une petite question, mais je ne sais pas si vous pourrez me répondre. C'est pourquoi est-ce que j'ai l'impression quand même que c'est surtout les jeunes enfants qui vont être scolarisés. Et qu'en est-il des adolescents et des grands adolescents qui parfois sont disponibles pour les apprentissages seulement à partir de 12 ans, 13 ans, 15 ans voilà. Ce qui arrive même souvent parce que jeune, il y a des questions de santé, etc. Alors, c'est une grande question que je n'ai pas évoquée là, mais c'est la question de, très souvent, il n'y a pas suffisamment de temps d'enseignants pour scolariser tous les élèves, et donc les enseignants doivent faire des choix, qui ne sont pas des choix qui reposent que sur eux, mais qui sont des choix d'équipe. Et effectivement, en tout cas, les inspecteurs, souvent, encouragent les enseignants à scolariser les plus jeunes, parce qu'on estime qu'après, ils vont avoir un plus grand temps de scolarisation. Je ne pourrais pas dire, et là, ça mériterait, et on espère commencer une recherche l'an prochain sur les parcours de scolarisation. Et je ne suis pas sûre que ce soit le cas partout, le fait qu'on privilégie les plus jeunes. Mais en fait, ça mériterait vraiment d'être exploré. Qu'est-ce qui préside, qu'est-ce qui aide les enseignants et les équipes à faire ces choix qu'on ne devrait pas avoir à faire, mais que concrètement, tout le monde doit faire dans les établissements. Bon, presque tout le monde. Et dans la même dynamique, j'avais un peu la question de savoir est-ce qu'il y avait des profils plutôt, la part des jeunes avec un profil pluri-handicap qui sont mis un peu dans le profil poly, et les références de l'ouvrage de pédagogie conductive aussi. Alors, en deux mots, dans les unités d'enseignement externalisées polyhandicap, c'est sûr qu'il y a du pluri et du polyhandicap, c'est certain. Après, dans les établissements, en fonction des agréments, on voit bien, et c'est toujours une question qui revient, les enseignants ils me disent, mais en fait, moi je me rends compte que j'ai plutôt des élèves pluri que polyhandicap. Ça, on voit bien qu'en fait, dans la réalité, même s'il y a un agrément polyhandicap, parfois, il y a c'est toute la complexité de la définition du polyhandicap. Et la référence de l'ouvrage, je la mettrai après. Merci. Bon, du coup, on a 5 minutes de pause, pas une seconde de plus, et on rattaque. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenantes avant de... Merci.